septembre 1870, à la nouvelle du désastre de Sedan, le peuple se rassemble devant le Palais Bourbon, siège du corps législatif. Des manifestations ont lieu dans tout Paris. À l'Hôtel de Ville, la République naît dans les acclamations. Jeune député, Léon Gambetta proclame la déchéance de l'Empire. Gambetta a 32 ans. Il appartient à ces hommes nouveaux dont les parents n'ont exercé aucune fonction publique. Le talent de Léon Gambetta s'est imposé dès ses débuts d'avocat à Paris. En 1868, un réquisitoire contre le coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte le rend célèbre. Un gouvernement de défense nationale se forme. Immédiatement, il exhorte les Français à la lutte contre l'envahisseur. Citoyens de Paris, la République est proclamée. Un gouvernement a été nommé d'acclamation. Le gouvernement invite les citoyens au calme. Le peuple n'oubliera pas qu'il est en face de l'ennemi. Le gouvernement est avant tout un gouvernement de défense nationale. Pour les hommes de 1870, comme pour les soldats de 93, la foi républicaine et le patriotisme sont inséparables. La guerre se poursuit. Les Prussiens arrivent devant Paris. Les faubourgs sont soumis au bombardement ennemi. Un élan patriotique soulève les Français. Une souscription est ouverte pour les canons. Entre la capitale assiégée et le reste du pays, les ballons sont le seul moyen de liaison. Gambetta gagne Tours, d'où il lance un nouvel appel à la résistance. Les Parisiens tiennent bon. Mais la nouvelle d'un autre désastre parvient à Paris. Dans Metz investie, le maréchal Bazaine a capitulé sans combat. Dès lors, les armées prussiennes peuvent toutes foncer sur la capitale. Paris est réduit à la famine. Dans les boucheries, on vend de la viande de chien et de chat. Le rat devient un mets très recherché. Les mobiles tentent de briser l'encerclement. Ils sont massacrés à Buzenval. L'hiver à Paris est atroce. L'étau se resserre. Les Uhlans arrivent à Châteaudun. Bivouac à Orléans. La défaite est totale. À Versailles, le roi de Prusse se fait proclamer empereur d'Allemagne. Au sein du gouvernement de défense nationale, les partisans de l'armistice l'emportent contre Léon Gambetta. Le 28 janvier 1871, Jules Favre le lui télégraphie. Nous signons aujourd'hui. L'Assemblée nationale se réunit à Bordeaux. Victor Hugo est parmi les élus. Mais les monarchistes occupent près des 2/3 des sièges. Cette victoire électorale de l'antique noblesse est acquise grâce à la France des campagnes. L'Assemblée se prononce pour la paix, c'est la perte de l'Alsace et de la Lorraine. Les députés de ces provinces quittent l'hémicycle après avoir lu cette protestation. Livrés au mépris de toute justice et par un odieux abus de la force à la domination de l'étranger, nous déclarons nul et non avenu un pacte qui dispose de nous sans notre consentement. Adolphe Thiers est nommé chef du pouvoir exécutif de la République. Mais il s'engage à ne pas précipiter l'installation du régime républicain. D'autres tâches l'attendent. Les troupes allemandes défilent sur les Champs-Élysées. Le 10 mai 1871, à Francfort, le traité de paix est signé. La fin du conflit survient dans un climat de guerre civile. Depuis plus de 2 mois, le peuple de Paris n'obéit plus au gouvernement. Après les souffrances et les luttes du siège, la capitale a ressenti les négociations d'armistice comme une trahison. Les généraux Lecomte et Thomas, ayant été chargés par le gouvernement de M. Thiers de récupérer sur la butte Montmartre les canons des Parisiens, une émeute populaire éclate. La foule et la troupe fraternisent. Les 2 généraux sont fusillés.
Ainsi, la commune naît de façon fortuite le 18 mars 1871 dans une ville désespérée et à bout de ressources. Elle fut un argument pour Karl Marx et devint aux yeux de beaucoup un symbole. Elle provoqua des polémiques passionnées. La commune est un sursaut du patriotisme blessé, comme en témoigne le colonel Rossel, qui rejoint Paris après avoir écrit au ministre de la Guerre. Certains membres du conseil de la commune se réclament du comité de salut public et de la tradition jacobine. D'autres, qui ont appartenu à la première internationale, sont pacifistes. Beaucoup veulent édifier une société socialiste. Le gouvernement de M. Thiers et l'Assemblée nationale s'installent à Versailles, où l'on ne comprend pas le mouvement qui s'est emparé de la capitale. Émile Zola constate que, pour les Versaillais, Paris paraît un repère de bandits dont tous les habitants sont à fusiller. Georges Clemenceau, maire de Montmartre, est parmi les rares qui saisissent les différents aspects du drame. Sa voix ne peut être entendue. L'intolérance et la passion règnent dans chaque camp. La colonne Vendôme est abattue par les insurgés. Le 21 mai, les troupes versaillaises entreprennent de réduire la commune et pénètrent dans Paris. Les combats sont acharnés. C'est la semaine sanglante, plus de 20 000 personnes tombent. Des otages sont fusillés. Des représailles impitoyables sont exercées par l'armée régulière. Monsieur Thiers se félicite de cette répression. Le sol est jonché de leurs cadavres. Ce spectacle affreux servira de leçon. Les communards sont pourchassés. Hommes, femmes, enfants, arrêtés par l'armée, sont conduits au camp de Satory. Sur leur passage, les insultes fusent. 50 000 personnes sont déférées devant les conseils de guerre. Des milliers seront déportés. Pour des années, le mouvement ouvrier est décapité, le socialisme français éliminé de la vie politique. La République triomphe. Elle fait de la Marseillaise son hymne national. En 1879, le 14 juillet devient fête nationale. Une décision de la Chambre des députés indignera bientôt les catholiques. Le rétablissement du divorce, en 1884. Les caricaturistes s'en donnent à cœur joie. Au nom de la loi, vous êtes unis par le mariage. Au nom de la loi, vous êtes désunis par le divorce. Mais le régime s'installe. Le Parlement décide que la forme républicaine du gouvernement ne peut faire l'objet d'une proposition de révision. Waldeck-Rousseau introduit en France la liberté syndicale. Tous les maires, dont jusque-là certains étaient nommés par le pouvoir, sont désormais élus par le conseil municipal. À l'école communale, les enfants apprennent les bienfaits de la République, qui sont nombreux. La patrie nous garantit certaines libertés qui font notre bien-être et assurent notre sécurité et notre dignité. Les principales sont la liberté individuelle, la liberté de conscience, la liberté de travail, enfin la liberté de la parole, de la presse et de réunion. La réforme essentielle est due à Jules Ferry. Ce Lorrain, républicain de toujours, reste fidèle au défi qu'il avait lancé sous le Second Empire. Je me suis fait un serment. Entre tous les problèmes, j'en choisirai un auquel je consacrerai tout ce que j'ai d'intelligence, tout ce que j'ai d'âme et de cœur, de puissance physique et de puissance morale. C'est le problème de l'éducation du peuple. L'enseignement primaire est rendu obligatoire, gratuit et laïque. Jules Ferry explique la portée de cette mesure. Lorsque toute la jeunesse française se sera développée, aura grandi sous cette triple étoile de la gratuité, de l'obligation et de la laïcité, nous n'aurons plus rien à craindre des retours du passé. Dans un enthousiasme que n'entament ni les difficultés matérielles, ni les attaques des conservateurs, les instituteurs s'appliquent à leur tâche. Ils ont conscience de bâtir une société meilleure, fondée sur le respect des droits du citoyen. On enseigne à tous les enfants le catéchisme républicain. Jules Ferry fait distribuer dans les écoles 20 000 exemplaires des Chants du soldat de Paul Déroulède.
Les écoliers apprennent à manier les armes, à défiler en bataillon scolaire. André Siegfried a évoqué cette période. Même tout petit, nous savions l'humiliation, la diminution de la défaite. Mais nous grandissions en même temps dans l'espoir de la revanche, dans le culte du drapeau, dans l'admiration de l'armée à leur envoi de renaissance. C'était le temps des bataillons scolaires, et l'on voyait comme un spectacle naturel les instituteurs conduisant militairement leurs troupes d'écoliers. Le sport existait à peine, mais la gymnastique faisait partie du patriotisme, et les moniteurs, athlétiques et vêtus de blanc comme à l'escrime, apparaissaient comme une annexe de l'appareil militaire. Le développement des écoles primaires à la fin du XIXe siècle. Classe de filles, école d'Elem. Photographie conservée aux archives départementales du Nord. Classe de garçons, école d'Elem. Photographie conservée aux archives départementales du Nord. Le progrès de la scolarisation est une tendance générale en Europe de l'Ouest au XIXe siècle. De gros efforts sont entrepris pour la construction et l'aménagement de bâtiments permettant un véritable enseignement. En France, l'école telle que nous la connaissons aujourd'hui, avec de grandes classes largement éclairées, date de la Troisième République. Ces photographies prises à l'école primaire d'Elem, dans la banlieue de Lille, à la fin du XIXe ou au début du XXe siècle, montrent des classes séparées de filles et de garçons, car la mixité n'existe pas. Spacieux et confortables, ces locaux neufs, clairs et aérés répondent aux règles prescrites par la loi du 17 juin 1880. Hauteur de 5 mètres sous plafond, sans colonne métallique de soutènement, 3 rangées de tables par classe, avec un couloir de 50 cm entre chaque rangée, de façon à ce que chaque élève dispose d'au moins 1,25 m² et 6,25 m3. Les bancs tables biplaces sont adaptés à la taille des élèves. Les armatures de ceux des garçons semblent en fonte. La lumière vient de gauche comme de droite, pour répondre aux normes des hygiénistes qui pensaient lutter ainsi contre les scolioses et les myopies. Plusieurs lampes pendent du plafond car la classe bénéficie aussi d'un éclairage au gaz. La hauteur des allèges sous les fenêtres ne semble pas supérieure à 1,20 m, par suite des thèses des psychologues de l'époque qui pensaient préférable que les élèves satisfassent sur le champ leur curiosité en voyant ce qui se passait à l'extérieur, plutôt que de continuer à s'interroger sur ce qu'ils ne pouvaient qu'imaginer. Cette loi fixe pour la première fois le nombre maximum d'élèves à 40 par classe dans une école à plusieurs classes et à 50 dans le cas d'une classe unique. Dans classe de filles, les élèves portent toute la blouse, uniforme qui joue un rôle égalitaire. Les écoles de filles se créent très progressivement car elles ne peuvent être tenues que par un personnel féminin. L'institutrice, ici au fond de la classe où trône un grand poêle rond, prépare un nouvel exercice. Une autre circule dans les rangs. La leçon de couture revêt une importance considérable à l'école primaire, car l'époque souhaite initier les filles à leur vocation de ménagère et de mère, considérée comme essentielle. Le choix de cette activité pour la photo trahit la méfiance persistante du pouvoir vis-à-vis des femmes, de leur éducation, de leurs éventuelles revendications en matière de droit de vote. Les coiffures des petites filles dégagent le front, et les cheveux des garçons sont coupés très courts pour des raisons d'hygiène. La leçon d'écriture suscite la même application dans cette classe de garçons. Sur le mur du fond sont affichées de grandes planches d'anatomie, de botanique et de zoologie, qui manifestent l'orientation scientifique recherchée pour la formation des esprits. Dans une armoire bibliothèque classique sont soigneusement rangés les manuels et le nécessaire métrique. L'instituteur se trouve sur la gauche. Le deuxième personnage, au fond de la classe, pourrait être l'inspecteur primaire. Vêtu d'une jaquette et d'un gilet orné d'une chaîne de montre, il porte un collier de barbe, ce qui était un signe extérieur de radicalisme sous le Second Empire. Après 1880, l'enseignement devient enfin efficace. Il le doit à des conditions matérielles transformées, à une réelle organisation pédagogique et à une véritable révolution des méthodes.